Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu, le podcast. Épisode 10. Hey, raconte-moi donc une histoire. Salut tout le monde, bienvenue au 10e épisode de On Joue-tu, le podcast des jeux de société. Donc la semaine passée, c'était le retour de vacances de David et moi, et puis aujourd'hui, c'est le retour de vacances de Benji. Eh oui! Comment étaient tes vacances? Est-ce qu'ils étaient aussi paradisiaques que celles à moi et David? C'était génial parce que j'ai nettoyé du vomi pendant 2 jours de mes filles. Donc c'était fabuleux. J'ai repris le boulot aujourd'hui, je suis content. Ah ouais? C'est ce genre de vacances-là? C'était des bonnes vacances familiales, quoi. Et puis donc, là, t'es venu ici pour me retransmettre cette maladie. Exactement. C'est gentil, J'en ai mis partout sur les poignées de porte. Donc, j'imagine que t'as pas vraiment eu le temps de jouer à des jeux aussi. Quand même, tu vas avoir des découvertes pour nous? Disons que depuis que je fais ce podcast, j'essaye de me professionnaliser, si tu veux. Donc maintenant, j'ai la bonne excuse du podcast pour acheter des jeux. Donc je suis allé visiter mon ludicaire à la ville de Limoges, au temple du jeu. Et puis je lui ai acheté quelques petites nouveautés. Donc je vais avoir de quoi parler. Que t'as déjà eu le temps de tester? Que j'ai eu le temps de tester, figure-toi. Non, j'ai été assez efficace quand même. Ok, parfait. Donc, avant d'attaquer nos découvertes, je voulais juste faire un retour sur la question de la semaine passée, qui est, encore une fois, donc l'épisode de la semaine passée, c'était sur les jeux vidéo, et puis ceux qui sont des fois adaptés en jeux de société. Alors, on a eu plusieurs réponses aux questions de la semaine. La première nous vient de Jérôme Claire sur Facebook. Il nous dit « J'avoue me méfier des jeux à licence, surtout si j'ai beaucoup aimé le film, livre ou jeu vidéo. J'ai toujours peur d'être déçu. À l'exception de Dune, qui est une réédition avec déjà de bonnes critiques. Sinon, j'ai bien aimé l'idée soulevée dans le podcast d'un jeu de Diablo. Donc ça, c'était même moi et David, on avait parlé de Diablo. Un dungeon crawler sur ce thème, ce serait pas mal, bien que pas forcément original. Un jeu dans l'univers des Final Fantasy, surtout le 7, mais je n'ai aucune idée du type de jeu qu'on pourrait plaquer ou développer sur ce thème. Un Monopoly peut-être? Bon, je sors. Je pense qu'on l'a tout de suite éliminé du groupe. Le deuxième, aussi sur Facebook, on a Jean-François Gilles qui nous dit « J'avoue, j'ai aucun jeu de société adapté d'un jeu vidéo car la plupart, ce sont des jeux de figurines et de guerre, de conquête, ce qui coûte généralement très cher. Le jeu de The Witcher m'avait l'air fort sympathique et celui sur Skyrim aussi. Sinon, j'ai plutôt des jeux sur des films séries comme Catan Game of Thrones que j'adore ou le deck building coopératif Harry Potter Bataille à Poudlard. Moi, j'aimerais bien un jeu narratif ou d'aventure comme Les Ruines de Narak, version The Legend of Zelda, ma licence préférée, ou Final Fantasy 7 ou 9 ou 10, ça m'irait aussi. Il y a aussi sur notre groupe Discord Cédric Lemaire qui a vite parlé aussi de vouloir un jeu sur Final Fantasy 7, donc ça veut dire que c'est la 3e personne maintenant qui nous dit Final Fantasy 7, un jeu que j'ai jamais joué de ma vie, donc j'imagine que c'est un bon jeu vidéo. Je ne sais pas. Et la dernière réponse qu'on a eue, c'est sur notre groupe Discord, qui vient de Green530, qui nous dit « Pour répondre à la question de la semaine, comme très bon jeu adapté d'un jeu vidéo, j'ai pensé à Binding of Isaac 4 Souls. C'est un jeu tiré du jeu vidéo The Binding of Isaac, créé par le même développeur. Et le jeu de société est une adaptation vraiment bien faite, on ressent les mêmes sentiments que quand on joue au jeu vidéo. » En parlant de notre groupe Discord, oubliez pas que si vous êtes intéressé à faire partie de ce groupe, rendez-vous sur la page Patreon de On Joue-tu et aidez-nous à soutenir cette chaîne et ce podcast. Et vous aussi, vous pourrez discuter et partager des jeux de société avec nous. On est un bon petit groupe maintenant avec une dizaine de membres, mais c'est toujours cool d'avoir des retours sur nos envies ludiques ou sur les parties qu'on a fait le soir même. Benji, j'ai remarqué que toi, tu étais assez actif là-dessus. Tu apprécies d'avoir des gens qui sont obligés de discuter avec toi? Pour information, je découvre ces questions absurdes en même temps que vous, donc j'ai pas de quoi me préparer. Écoute, tu sais, en plus, moi je suis pas un grand utilisateur des réseaux sociaux et je dois dire que je prends pas mal de plaisir et de plus en plus en connaissant les gens avec qui on discute sur Discord et puis en fait on se marre bien et on partage vraiment notre passion avec beaucoup de plaisir, y compris à des heures où normalement on dort. Oui, hier soir, on en a parlé beaucoup trop tard, je me suis fait engueuler, mais... En tout cas, il y a vraiment des gens très sympas et donc on n'accepte que des gens sympas de toute façon sur ce groupe. Il y a un gros test à passer pour être sûr d'être sympathique. C'est ça. D'ailleurs, pour répondre à la question de la semaine, Benji, est-ce que toi, tu as un jeu vidéo que tu aimerais voir en jeu de société? Écoute, ouais, moi, je suis beaucoup moins joueur de jeux vidéo que toi et David, mais j'avais adoré l'idée de David de convertir GTA en jeu de société. Et je t'avoue même que j'écoutais le podcast dans la voiture tout seul et en fait, j'étais déjà en train de m'imaginer et puis comment... t'as accéléré, puis... Non, je fais très attention.
attention aux voitures. Non, j'étais en train d'imaginer comment est-ce qu'on pouvait construire un game design autour de GTA. En fait, je pense que c'est pas impossible, hein, parce qu'avec quelque chose d'un peu narratif, justement, spoiler alerte sur le thème du jour, mais avec quelque chose de narratif, j'imaginais assez que tu pouvais te déplacer sur une map que tu allais découvrir petit à petit, et puis tu allais remplir des quêtes que tu allais aller chercher dans un bouquin, etc. Je pense que c'est faisable. Le truc difficile, c'est les changements de véhicule. Ça, pour le coup, je ne sais pas trop comment tu peux le faire en jeu. Le truc, c'est que, comme David avait mentionné, il y a un peu déjà ça qui existe, mais avec plutôt le thème Red Dead Redemption, mais apparemment Western Legend, c'est vraiment cette idée de jeu comme on appelle sandbox. Oui. Ça veut dire que tu peux vraiment faire... Ça se dit en français? En français, bac à sable, tout à fait. Jeu bac à sable. Jeu bac à sable. Qui veut dire que tu peux faire ce que tu veux. Je sais pas si toi t'as déjà joué à... Non, je n'y ai pas joué. En fait, je le trouve magnifique ce jeu et il m'a souvent titillé. Je vois fréquemment des ventes d'occasion, mais j'ai jamais entendu non plus des critiques dithyrambiques sur le jeu et plutôt mitigées, donc ça m'a toujours un peu freiné quand même. Moi aussi, j'avoue que c'est la même chose. Mais en tout cas, je trouve que déjà l'idée derrière le jeu, c'est assez cool. Ouais. Alors maintenant, on va passer à nos découvertes de la semaine. Moi, étant donné que je dois faire ce podcast à chaque semaine, contrairement à vous, c'est plus dur pour moi d'avoir 2 découvertes à chaque semaine. Mais cette semaine, j'en ai bel et bien 2. Ouf. J'en ai 2 qui se sont faits en 2 jours. J'ai très hâte d'en parler avec vous parce que c'est pas nécessairement des jeux que j'aime. Donc ma première découverte, c'est Trinity of Rain, un jeu qui est créé par un Suisse qui s'appelle Raphaël Bolliger. Et puis ce jeu va arriver sur Kickstarter le 2 novembre. Si vous suivez ma chaîne YouTube, vous verrez que j'ai fait une vidéo présentation de ce jeu-là. Parce qu'eux, ils m'ont envoyé un prototype en avance que j'ai pu tester. Quand je disais un peu d'entrée que c'est des jeux que j'aime pas, je m'explique, je n'aime pas les wargames. Donc tous les jeux où on doit... Pareil comme risque, cette idée de moi j'ai plus de troupes que toi, donc j'ai un avantage dans ce combat. Et puis encore pire quand on doit rouler des dés. Mais vu que c'était un jeu suisse, je me suis dit pourquoi pas lui donner une chance pour un peu le mettre de l'avant. Et je dois avouer que j'ai été agréablement surpris. Il y a plein de choses qui sont dans ce jeu que je trouve magnifiques. Après, malheureusement pour moi, ça reste quand même un wargame. Donc cet élément-là que je viens de parler, que j'aime pas, est toujours quand même présent. C'est sûr qu'à un certain moment, il y a quelqu'un qui va arriver avec toutes ces petites figurines sur ta case, puis il va dire, maintenant, il faut qu'on roule des dés. Donc ça, malheureusement, c'est encore là, mais... Comme je dis, si ça, c'est le genre de jeu que vous aimez, il y a tellement de belles choses dans cette boîte. Le jeu, il s'appelle Trinity of Rain parce qu'on a 3 façons de gagner. Donc, c'est pas obligé d'être par la guerre. On peut gagner aussi en étant celui qui est le plus riche parce que nous, on arrive à construire une certaine tour. Donc, si on arrive à faire ça, on gagne la partie. On peut gagner aussi avec nos druides, parce que les druides, eux, ils vont faire leur propre action pendant le tour, et les druides, eux, ils vont essayer de trouver des ingrédients pour créer des potions. Si tu arrives à créer une potion de niveau 3, la partie est automatiquement gagnée. C'est quand même plus complexe que ce que je viens de dire, mais en gros, ça donne d'autres options si, comme moi, vous n'aimez pas vous taper dessus. Moi, je devais faire mes parties à 3, et puis un joueur à la dernière minute qui a dit qu'il était malade, donc on a fait 2 parties, moi et mon ami Hugo, donc des parties à 2 joueurs. Et puis, je pense que c'est encore plus présent, l'élément de confrontation, parce qu'on n'a qu'un adversaire. Donc, malheureusement pour moi, je pouvais vraiment pas y échapper. C'est pas un gros spoiler de vous dire que j'ai perdu horriblement les 2 parties, parce que moi j'essayais de faire autre chose pendant que mon ami Hugo est arrivé avec ses grosses armées. Et puis moi... Oui, et puis je crois que Hugo maîtrise beaucoup mieux le wargame que toi. Parce que Hugo est un gros joueur de Warhammer, donc il a quelques notions. C'était gagné d'avance, disons. Et puis, donc, je vous dis déjà ce que j'aime de ce jeu-là et puis pourquoi j'aimerais que vous alliez au moins regarder, jeter un coup d'œil à la campagne Kickstarter si vous aimez ce genre de jeu-là. C'est qu'ils ont créé une mécanique de amélioration de votre cité. Donc, chaque joueur peut construire une capitale et puis sur cette capitale, c'est bien sûr une figurine. Hein? Benji, toi, t'aimes les figurines? Je sais pas d'où ça vient ce mythe. Donc, c'est une figurine avec des emplacements qui sont réservés pour des améliorations que vous pouvez faire à votre capitale. Comme je l'avais dit dans la vidéo où j'en ai parlé, ça m'a fait penser un peu à des jeux comme StarCraft ou des choses comme ça que je jouais quand j'étais jeune, où en construisant tel bâtiment, ça te débloque telle chose. Tu peux maintenant faire d'autres personnages et des choses comme ça. Donc, dans le jeu de base, donc je sais pas, moi j'ai reçu un prototype, Dieu sait si ça va changer, mais
de base, il y a 11 possibilités d'amélioration que tu peux faire à ta capitale. Des fois, les améliorations, c'est par exemple, tu gagnes une pièce de plus à chaque tour, tu peux avoir un 3e druide parce qu'il y en a maximum 2. Donc, il y a plein de petites améliorations qui peuvent peaufiner votre stratégie. Puis ça, j'ai trouvé ça incroyable. J'en ai d'ailleurs parlé avec le créateur du jeu. Je pense que c'est vraiment ça le pitch, ce qui va vraiment attirer les gens vers ce jeu-là. Parce que, de un, l'idée est géniale, puis en plus, les figurines sont vraiment cool. De se dire qu'on va finir notre partie avec une capitale qui sera potentiellement différente que celle qu'on avait fait la semaine d'avant. Je trouve que c'est une idée qui est très cool. Donc, si vous aimez les wargames, allez surtout jeter un coup d'œil à la campagne de Trinity of Rain sur Kickstarter le 2 novembre. Donc elle a déjà commencé au moment où on publie ce podcast. Exact. Pour ta première découverte, Benji, toi t'as un jeu sur le vomi et les caca? Non. Il y en a un, ça s'appelle Viral, qui est un très bon jeu de contrôle de territoire, je crois. C'était pas Pandémie, donc. Non, c'était pas Pandémie. Mais c'est ni Pandémie ni Viral dont je vais vous parler. C'est 2 jeux faits par des petits auteurs qui n'ont vraiment jamais rien publié avant et qui sont absolument pas connus. Et puis qu'on n'a jamais parlé dans ce podcast. Et dont on n'a jamais parlé dans ce podcast. Le premier, c'est Seven Wonders Architect. Seven Wonders Architect, donc l'auteur Antoine Boza, l'éditeur Repoprod Productions. Seven Wonders Architect, c'est donc la nouvelle mouture de Seven Wonders qui est sortie cette année. Et puis, je vous avoue que moi, je suis Antoine Boza sur les réseaux sociaux, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime vraiment son travail, et puis j'aime bien le personnage quand on l'entend parler dans des interviews. Et puis quand ils ont annoncé Seven Wonders Architect, je n'ai pas fait partie des gens qui ont sauté de joie. Ouais. On m'a vendu un Seven Wonders un peu plus light, une refonte de Seven Wonders qui à mon sens n'en avait pas besoin tant c'est un bon jeu. Et donc j'étais un peu déçu, je m'attendais à une nouvelle édition ou à une nouvelle expansion. Donc au final, ouais, j'avais suivi ça sans trop regarder. Et puis j'ai vu quelques vidéos règles, j'ai vu quelques vidéos autour du jeu. Ça m'a un peu emballé quand même, j'ai trouvé ce principe-là de construire la merveille physiquement, c'est-à-dire que dans Seven Wonders Architect, vous avez des merveilles qui sont coupées en plusieurs morceaux que vous allez retourner les uns après les autres pour montrer que vous la construisez. Ça m'a assez attiré, ouais. Et puis je me suis dit, je vais le tenter avec mon fiston qui a 9 ans. Je l'ai acheté, et puis Antoine Boza est quand même un sacré bonhomme, parce que le jeu est... Ouais, non, en fait, c'est ce que je me suis dit à la fin de ma première partie. Je me suis dit, ce mec est quand même balèze dans ce qu'il fait, parce que le jeu est sympa, en fait. Le jeu est bien fait. J'aurais tendance à le trouver quand même assez différent de Seven Wonders dans les mécaniques. Donc le principe, c'est que vous avez des pioches, vous n'allez pas vous passer les cartes, comme dans Seven Wonders, mais vous allez pouvoir utiliser plusieurs pioches, une pioche centrale et la pioche de vos 2 voisins, pour pouvoir choisir la carte que vous allez utiliser. Ça, c'est une des premières différences importantes. La deuxième différence, c'est que vous allez consommer les cartes que vous allez utiliser pour construire, contrairement à Seven Wonders où vous gardez les cartes matériaux devant vous. Et puis là, l'objectif, il est quand même essentiellement de construire sa merveille, puisque la merveille, une fois terminée, arrête le jeu. Mais vous allez pouvoir gagner des points encore avec les cartes vertes, les cartes sciences, les cartes bleues, les cartes civiles, les cartes rouges, les cartes militaires, etc., etc. Donc il y a quand même des points communs. C'est un jeu beaucoup plus familial que Seven Wonders, il est plus facile que Seven Wonders, mais il a vraiment réussi à garder un truc très sympa à jouer, assez rapide. La partie, j'en ai fait à 2 et à 3 joueurs, 15 minutes, 20 minutes au grand max, je pense. Et on peut la jouer jusqu'à 6 ou 7, je crois. Ça doit être 7. Je peux pas croire qu'ils ont manqué l'opportunité de faire 7 Wonders. Bien sûr, t'as raison, ça doit bien sûr être 7. Le packaging est très très bien fait pour le coup de la boîte. Elle est magnifique. Franchement, je m'attendais pas à grand chose. J'ai été agréablement surpris. C'est à nouveau une belle réussite du père Boza. Donc ça se vaut d'avoir Seven Wonders et Seven Wonders Architect Écoute, pour moi, c'est vraiment 2 jeux différents. Je mettrais pas les 2 sur la même ligne. Seven Wonders est quand même un peu plus expert. Enfin, gentiment, mais en tout cas familial plus, on va dire. Et puis Seven Wonders Architect est vraiment familial. Donc vous pouvez assez facilement avoir les 2 dans votre ludothèque sans problème. On peut avoir une étagère dédiée à Seven Wonders Duel, la nouvelle édition, l'ancienne édition. Alors ma deuxième découverte, c'est encore une fois un wargame, malheureusement pour moi. Cette fois-ci, c'est un jeu qui s'appelle Steam Watchers. Donc c'était un gros Kickstarter de Mythic Games, créé par Marc je sais pas si c'est Lagroix ou Lagroix. Je pense que c'est Lagroix. Mais en tout cas, moi je dis Troy's Dice, donc j'imagine Oui, tout à fait. Troy's Dice, Lagroix. Dice, Lagroix. Alors, Steam Watchers, c'est un jeu de guerre dans un univers post-apocalyptique où on doit contrôler des différentes factions qui vont
qui ont besoin d'utiliser la vapeur pour... franchement, je sais pas. J'avoue que ça m'intéresse pas tellement. J'ai vraiment... J'aime pas dire que j'ai détesté un jeu, mais ça l'a vraiment... Moi et ce jeu-là, ça l'a pas cliqué. Malheureusement aussi, ça c'est peut-être aussi concours des circonstances, mais c'était donc la personne avec qui on a joué à ce jeu-là n'avait jamais joué, donc il y avait beaucoup de va-et-vient dans le livre des règles, ce qui brisait un peu la cadence de la partie. Je pense franchement pas que même s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais aimé ce jeu. Heureusement que j'avais joué à ça, en fait moi j'avais joué à Steam Watchers le jour avant que j'ai joué à Trinity of Rain, puis c'est peut-être aussi ça qui a fait que j'ai trouvé que c'était assez bien Trinity of Rain, parce que je me disais c'était tellement mieux que Steam Watchers. Je sais que de ce que j'ai compris, on a fait un peu un genre de tutoriel, une partie un peu démo, donc à chaque manche on avait un petit truc de rajouter en plus, et puis c'est un jeu qui a un gros élément narratif, qu'on peut faire plusieurs scénarios et tout. Donc, encore une fois, ça c'est mon opinion en tant que gars qui a fait que le tutoriel, mais je me dis si avec le tutoriel t'as pas envie de faire le reste, c'est que c'est vraiment pas un jeu pour moi. Je suis en train de regarder la page de la campagne Kickstarter de Steam Watcher et elle me rappelle quelque chose parce que je l'avais backé et débacké dans un moment où je pense que je ne pouvais pas me permettre de le backer, mais la page de campagne, moi, me fait toujours rêver et c'est un jeu que j'aurais vraiment voulu essayer. Donc Hugo, je t'en veux de l'avoir amené sans que je sois là. Ramène-le la prochaine fois ou juste qu'on s'en fasse une à 2 ou à 3, mais moi, il me fait bien envie ce jeu et il m'attirait beaucoup visuellement. Je trouve l'univers... cette espèce d'un peu post-apo là, toujours très sympa et c'est vrai que ça a l'air d'être du contrôle de territoire quoi. Bon, c'est vrai qu'en fait moi j'ai même pas, moi souvent quand je vais à des soirées jeux puis on me dit on va jouer à tel jeu, j'aime ne pas regarder rien puis un peu être surpris par le jeu, puis j'avoue que je savais pas que c'était un wargame, puis j'avais juste vu la couverture puis je trouvais comme toi, donc l'univers m'attirait assez bien, puis en fait quand j'ai ouvert quand la carte est posée, tu le vois tout de suite quand c'est un wargame, hein, avec la carte, avec les petites délimitations de territoire à la risque, j'ai fait oh boy. Donc voilà, Steam Watchers, je serais intéressé de savoir s'il y en a parmi vous qui écoutent ce podcast qui ont fait les différents scénarios, est-ce que ça vaut la peine? De toute façon, je vais pas y jouer, mais au moins pour les auditeurs, peut-être qu'on en reparlera. Mais pour moi, Steam Watchers, c'était pas un jeu pour moi. Mon deuxième jeu, donc encore une fois d'un auteur peu connu, un certain Bruno Catala, mais pas tout seul, avec Florian Siriex, chez Bombix, et c'est un jeu dont je vous avais parlé il y a quelques épisodes en vous disant que c'était une attente, c'est Nicodemus. Nicodemus, la version pour 2 joueurs du jeu Imaginarium. Alors là, vous le voyez pas, mais Nicodemus est posé sur la table de jeu de Matt juste à côté. J'ai rien demandé, hein. Donc on a prévu d'en faire une petite partie après. C'est un jeu à 2 joueurs qui se joue, tu vas voir, en 20-25 minutes à peu près. Alors c'est marqué 14 ans et plus. Moi je l'ai fait tester à mon fils d'une dizaine d'années, et puis il a plutôt bien pris le pli. Je le trouve pas si complexe que ça. Par contre il est complexe dans ce que tu peux faire de stratégique avec. Alors je sais pas si les gens connaissent Imaginarium, mais c'était un jeu qui avait beaucoup fait parler de lui par son choix visuel, dans un espèce d'univers steampunk avec des utilisations d'objets du quotidien un peu bizarres, et notamment ce qui avait fait un peu jaser à l'époque, c'était le plateau de jeu sur lequel les cartes qui étaient détruites arrivaient dans une espèce de bouche, mais c'était une photo de bouche. Qui mangeait les cartes, et puis des gens trouvaient ça assez dégueulasse. Donc, mais moi j'avoue que c'est ça qui ne m'attire pas avec ce jeu, la direction artistique. Il y avait eu un bad buzz autour de ça, mais qui est un peu triste parce que franchement, bon, c'est une direction artistique, on aime, on n'aime pas, mais le jeu en lui-même était vraiment une très belle mécanique. Et Nicodemus 2 joueurs simplifie un peu la mécanique pour la rendre plus intéressante à 2 joueurs. Vous avez un principe, alors j'en profite pour t'expliquer les règles pour tout à l'heure, Matt, mais vous avez 5 cartes en main. Des cartes qui vont vous permettre d'engranger des ressources qui vont vous permettre de racheter des cartes, qui vont vous permettre de faire des points de victoire, ou qui vont vous permettre de modifier l'ordre des cartes devant vous, parce qu'elles circulent sur un plateau déroulant. Et donc vous allez dans un premier temps poser des cartes sur le plateau déroulant pour récupérer les ressources, et ensuite racheter des cartes du plateau déroulant pour gagner les points de victoire. Et vous avez quelques petites machines un peu putassières qui vont vous permettre d'aller emmerder votre camarade en face. Et l'objectif, c'est le premier qui a fait 20 points qui va arrêter la partie. Et ensuite, on gagne des points supplémentaires avec notamment des projets.
Le jeu est très sympa, il tourne très très bien. Il est peut-être un petit peu long pour un jeu à 2 joueurs. Moi j'aime bien à 2 joueurs que ça aille un peu vite, mais c'est encore une fois quelque chose de très personnel. Et puis je pense aussi que tu peux aller plus rapidement une fois que tu connais bien le jeu en fait, hein, comme d'habitude. Mais la direction artistique c'est la même que celle que pour le premier jeu. Je vais quand même citer le dessinateur parce que c'est quand même une direction artistique originale. L'illustrateur, c'est Felideus Boubastis. Et ben moi, je lui tire mon chapeau parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve que c'est vraiment très original sur Imaginarium et sur Nicodemus. Il a fait d'autres choses ou... Il a fait Imaginarium avant et Nicodemus. Donc maintenant, on va passer à notre deuxième segment. J'avoue que c'était pas mon idée celui-là, c'est Benji qui voulait absolument qu'on parle de jeux narratifs. Donc moi je vais peut-être commencer plus avec mon expérience personnelle parce que j'avoue que manque d'expérience personnelle du coup. Oui, dans ce cas-ci, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'entre nous trois, je pense que c'est clairement moi qui a le moins d'expérience avec les jeux narratifs. Moi, après tu me diras ce qui est narratif ou pas narratif. Est-ce que toi tu considères qu'un jeu comme Dungeons & Dragons c'est narratif? Donc ça serait, on serait dans les jeux de rôle. Écoute, ouais, moi, dans ma tête, Donjons et Dragons, c'est plutôt un jeu de rôle, effectivement. Mais j'aurais du mal à t'expliquer clairement la différence entre les deux. Pour moi, la question du jeu de rôle, c'est il y a un maître du jeu qui est derrière son paravent. Il y a des personnages avec des caractéristiques, beaucoup de lancers de dés et une histoire qui se déroule en fonction des choix des joueurs et puis aussi en fonction de l'endroit où veut t'amener ton maître du jeu. Mais j'aurais peut-être tendance à penser qu'un jeu de rôle c'est moins dirigé qu'un jeu narratif qui lui veut te raconter une histoire. Tu peux contourner un petit peu les choses, mais je vois. Il y a quand même une direction, je pense, où tu vas aller dans un jeu narratif. Donc, je vous proposerai cette définition. Si vous n'êtes absolument pas d'accord avec ce que je viens de dire, j'attends vos retours, bien sûr. Alors, mon expérience, je dirais ma première expérience, vraiment dans ce monde-là, ça a été avec la série Time Stories. J'avais acheté ce jeu, ça fait longtemps maintenant, je pense que c'est sorti ces jeux-là. Stories, Mais je me souviens que quand il était sorti, ça avait vraiment fait le buzz, ces jeux-là. Puis franchement, c'était pour ça que je l'avais acheté, parce que si on regarde que la couverture, qui est une boîte blanche, on sait pas trop ce que c'est. Donc toi, 2015, ça fait quand même 6 ans. Hein? Ouais. Tu sais, comme je disais dans le dernier podcast, un jeu récent en 2014, on vieillit. Hein? Bon, sachant que c'est un jeu Time Stories, pour le coup, pour moi, c'est un très bon exemple de jeu narratif tel que je l'entends. C'est un jeu qui avait été imaginé par Space Cowboys depuis plusieurs années, en fait, parce que je me rappelle que Monsieur Fall sur Trick Track avait fait l'annonce de Time Stories, peut-être en 2011 ou 2012, et puis en fait, il est sorti par la suite parce qu'entre-temps, ils ont eu d'autres jeux sur lesquels ils ont travaillé. Mais Time Stories, c'est un bel exemple, tu vois, d'un truc qui est, tu découvres une histoire, tu vas te raconter des choses, puisque le principe théorique dans Time Stories, si tu le joues à plusieurs, c'est quand même qu'on ne doit pas lire la carte, mais raconter ce qu'on a lu sur la carte. Ouais, ce qui est dur. Ce qui est parfois difficile, mais c'est important pour que ça fasse quand même un petit peu l'aspect narratif. Et surtout, le jeu est drivé par les cartes, donc tu vas pas n'importe où. Il y a une issue, même s'il peut y en avoir une ou deux, mais il y a quand même une issue qui est claire dès le début du jeu, vers laquelle tu vas aller, contrairement, je pense, au jeu de rôle. Justement, moi, avec Time Stories, donc moi, j'avais vraiment fait... Je pense que j'avais fait toutes les campagnes jusqu'à Les Frères de la Côte, je crois. Ça a été un des derniers. Du cycle blanc, puisqu'après il y a le cycle bleu que j'ai pas touché. Mais donc, le cycle blanc, c'est là que j'avais arrêté. Ça, je faisais ça majoritairement avec mon ancienne copine. Puis... on s'y prenait assez bien les deux. J'avoue que quand j'ai essayé de présenter ce genre de jeu-là à ma femme actuelle, ma conjointe actuelle, ça n'avait pas trop passé. Puis je trouve que justement, ça va m'amener à mon plus gros problème que j'ai avec ces jeux narratifs-là, c'est que ça dépend vraiment de ton audience, du groupe avec lequel tu es. Je sais que majoritairement, toi tu joues solo, je crois, tout seul avec tes jeux narratifs ou... Alors pas que, tu vois, Time Stories par exemple, je crois que j'en ai jamais fait un en solo. Moi j'aime beaucoup l'expérience à plusieurs avec Time Stories, mais je comprends ce que tu veux dire. Je pense que dans un jeu narratif, il faut quand même un petit peu avoir la volonté de se prêter à l'histoire. C'est ça, de jouer un petit peu quelque chose. Dans Time Stories, tu dois jouer le rôle un minimum du personnage que tu prends. Et si les gens n'aiment pas ça, si tu joues plutôt avec des gens un peu introvertis, forcément, ils vont pas être à l'aise. Et puis s'ils sont pas à l'aise, ils vont pas profiter de l'expérience. Ça veut dire que si toi tu jouais à Time Stories en groupe, vous lisiez la carte et puis ensuite vous dites c'est ça qu'il y avait sur la carte. Oui, non, on jouait le jeu pour le coup. Parce que moi j'avoue qu'on faisait juste regarde, tiens, puis on se passait les cartes pour les lire. Non, parce que là tu passes à côté de l'expérience narrative justement. Parce que ce que je trouvais génial dans Time Stories,
stories, c'était justement cette idée que en lisant la carte et en la racontant ensuite aux autres, tu pouvais passer à côté d'un truc hyper important de la carte, parce que dans la façon dont tu le racontes, tu la lis très mal. Ben, c'est justement, après ça, on se fait engueuler par le groupe. Bah oui, mais c'est le principe du narratif. Moi, je trouvais ça génial. Et puis nous, on jouait vraiment le jeu et j'appréciais beaucoup ça. Moi, je suis allé jusqu'à avant Frères de la Côte. Je l'ai pas encore joué. Ouais. Je l'ai acheté. Je les ai tous les blancs là. Et puis je les joue tranquillement avec un peu le même groupe de copains avec qui on a fait cette expérience. Ouais. Je pense que ça joue un peu sur ce que tu disais. Tu vois, c'est que des gens qui aiment bien le jeu. On n'a jamais été foncièrement déçus d'un scénario, il y en a certains qu'on a préférés, mais on n'a jamais été déçus, et je sais que Frères de la Côte et Madame, les 2 derniers du cycle blanc, ont vraiment bonne réputation, donc j'ai très hâte de les jouer. Bah, je l'avais commencé Frères de la Côte, mais... Justement, avant-hier, j'ai fait un jeu, puis je savais qu'on allait parler de ce thème-là, donc je me suis dit, il faut que je retienne cet exemple-là. Ça, c'est la preuve qu'on travaille les podcasts longtemps à l'avance. C'est clair. 3 jours avant, on avait déjà notre thème. Donc, on a fait une partie, bien sûr, pour l'Halloween, on a fait une partie de Dead of Winter, qui est un jeu que je sais que toi, tu connais pas, mais j'en parle tellement que... Oui. Tu me donnes envie avec celui-là. Hein? Donc, c'est un jeu qui a un élément narratif. C'est pas un jeu... J'aurais de la peine à dire que c'est un jeu narratif, c'est vraiment plus un jeu coopératif ou de survie, mais... On a un élément narratif qui est assez chouette, qui est, à partir du 2e tour, le joueur à votre droite va piocher une carte, et puis sur cette carte-là, il y a un scénario, et puis en haut, il y a une phrase qui est écrite en italique qui va te dire quand l'événement va être déclenché. Ça veut dire que, exemple, ça dit si le joueur actif va à la station-service, arrêtez-le et puis lisez cette carte. Donc ça veut dire que des fois, il se passe rien parce que vous déclenchez pas la carte. Donc, exemple typique, j'ai fait ce jeu-là à 4. Il y avait 2 personnes qui se prêtaient à fond, puis « Hey, commandant! » Puis tu sais, vraiment se mettre dans le rôle. Et puis il y en a d'autres qui tournaient la carte, voyaient le nombre de textes, puis espéraient presque ne pas être obligés de le lire. Donc c'est vrai que, je veux pas dire que ces gens-là ont un problème, ou tu sais, mais ce que moi je veux dire, c'est qu'il y a quand même un côté où, si tu te prêtes pas au jeu... Ben, tu sais, après, moi, je me sens un peu mal, puis je vais dire à la personne, mais est-ce que tu veux que je lis la carte pour toi? Mais après, je trouve que ça se prête pas vraiment à l'ambiance du jeu. Donc, je pense que, ça revient un peu à ce qu'on disait. Pour un jeu narratif, il faut que les gens sachent déjà d'avance dans quoi ils s'embarquent. Oui. Et puis, parce que tu peux pas présenter ce jeu-là à n'importe qui. Alors après, c'est intéressant parce que je sais pas si je dirais qu'il y a du roleplay un petit peu... c'était bien dit là ou pas? Roleplay J'arrête de te corriger. Hein. dans chaque jeu narratif. Parce que tu vois, je suis en train de penser à d'autres types de jeux que moi je considère comme narratifs. Donc je dirais le Seventh Continent par exemple, ou Tainted Grail. Pour, à un moment donné, je vais en parler un peu plus bien sûr. Ouais. Mais t'es pas forcément obligé là de prendre la voix ou de te mettre dans la peau du personnage. Tu vois, tu lis des textes, tu peux raconter une ambiance, mais tu peux aussi lire ce qu'il y a écrit dessus. Dans le Seventh Continent, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc, qui est un principe d'exploration d'un territoire avec une résolution de quête, là pour le coup, pour moi c'est très narratif parce que ça raconte une histoire, tu développes les cartes petit à petit, tu explores le territoire, tu essaies de comprendre la malédiction qu'on t'a apposée, mais il n'y a pas particulièrement de roleplay à avoir, tu vois, donc les exemples que tu donnes, pour le coup je pense qu'il faut une dose d'extraversion non négligeable. Mais pour un jeu comme le Loup-Garou, qui est, je sais, ton jeu préféré, il faut aussi une dose d'extraversion importante. Est-ce que le Loup-Garou est un jeu narratif? Non. Ouais, moi j'aurais tendance à dire non plus. C'est plutôt un jeu d'identité cachée. Bon, alors là, ça rentre. Si toi tu disais qu'avant c'était une histoire qui était dirigée, dans ce cas-ci, on n'est pas dirigé, c'est presque une histoire improvisée. Le Loup-Garou? Ouais. Oui, mais puis surtout, c'est dirigé par les identités que tu as, si tu veux. Mais... Ça, c'est si t'es chanceux, parce que la majorité du temps, ça va être toi, t'es mort, lui, il t'a pas sauvé. Non. Mais là encore, par contre, je pense qu'il faut un bon niveau d'extraversion, et les gens qui sont introvertis vont pas aimer. Mais sur d'autres types de jeux narratifs, donc encore une fois, je citerai le Seventh Continent et Tainted Grail, par exemple, là, je pense que c'est pas nécessaire d'avoir un haut niveau d'extraversion. Par contre, c'est nécessaire d'aimer lire des choses. Ouais. Et j'entendais Bruno Catala, justement, il n'y a pas longtemps dans un podcast, qui disait, lui a pas l'air d'être un grand fan de ces trucs-là, parce qu'il dit, moi, c'est pas ça que j'ai envie de trouver dans un jeu. Et c'est vrai que peut-être Tainted Grail particulièrement, ou encore This War of Mine. Ouais. This War of Mine, vous en avez parlé la semaine dernière, c'est un jeu magnifique. Mais alors, par contre, effectivement, il faut avoir le moral quand il joue, parce que tu es dans la guerre des Balkans, et puis tu dois survivre pendant plusieurs jours. Et en gros, c'est très difficile de faire survivre toute ton équipe, donc tu as des gens de ton équipe qui vont mourir dans souvent d'atroces conditions. C'est très réaliste. Ouais.
Et c'est vrai que tu lis des choses, tu as un bouquin de petits scénars, là, tu vas un petit peu comme dans le livre dont vous êtes le héros, tu vas voir numéro 323, numéro 402, numéro 4, et tu lis quelque chose. Et Catala disait que lui, c'est pas ça qu'il recherche dans un jeu. Moi, je sais que j'adore lire, j'aime lire des livres, et donc je sais que je prends beaucoup de plaisir à ça, à me raconter une histoire sur laquelle je vais influer par mes actions de jeu, et puis avec un côté gameplay en plus du jeu de société, avec déplacer des personnages sur une carte, ça c'est Seventh Continent, Tainted Grail, faire du stock de la gestion de ressources, This War of Mine, etc., etc. Il y a une espèce de truc comme ça où tu participes à une histoire. Ouais, moi je pense que ça m'est jamais arrivé de jouer un jeu comme ça. Tu vois, je t'ai donné l'exemple de Time Story, je pense que c'est le plus proche que je suis arrivé à vraiment un jeu narratif, parce que, bon, ça j'en ai déjà parlé souvent sur ce podcast, je suis pas quelqu'un qui aime jouer à des jeux tout seul, et puis j'ai jamais vraiment eu le partenaire nécessaire pour vraiment s'investir à fond dans une histoire. On pourrait dire, en fait, je suis en train d'y penser maintenant, mais je viens de terminer la campagne de Gloomhaven. Là, on est dans une histoire... J'avoue que si j'avais joué à ce jeu-là pour l'histoire, j'aurais arrêté, je pense, après un an, parce que tu vas à telle place, il y a tel monstre, ok. C'est vraiment un jeu qu'on joue plus pour le gameplay. Mais après, en plus de ça, nous, pour ce jeu-là, on avait payé pour une application que t'as vraiment... ils ont mis vraiment le budget, et puis t'as vraiment quelqu'un qui te lit l'histoire, tu sais, vraiment comme un professionnel, puis genre, « Now you go to the... » tu sais. Donc là, on écoutait ça, mais je sais pas si je pourrais dire qu'on était... investi dans l'histoire, tu vois ce que je veux dire? Mais parce que, alors je connais pas Gloomhaven, parce que j'y ai pas joué, enfin j'avais fait je crois une partie d'initiation, mais j'avais pas particulièrement accroché. Moi j'ai pas l'impression que dans Gloomhaven l'histoire soit au premier plan. Gloomhaven c'est un dungeon crawler, t'avances, tu tues des monstres, je suis en train de résumer Gloomhaven d'une manière scandaleuse. Ce qui est très juste. Je pense que c'est un super jeu, mais tu vois, il n'y a pas une histoire en elle-même. Pour moi, les deux exemples frappants, c'est vraiment This War of Mine et Tainted Grail, et probablement encore plus Tainted Grail. Tainted Grail, vous commencez avec un personnage dans une époque arthurienne, au moment de la table ronde, très sombre, et puis vous allez explorer le territoire, découvrir des enjeux politiques, découvrir des enjeux de pouvoir, découvrir des enjeux de magie, développer votre personnage, découvrir aussi l'histoire de votre personnage, et tu vois, il y a toute une partie, il y a un bouquin de texte qui fait 250 pages, tu vois, et t'as pas ça dans Gloomhaven, t'as pas ça dans d'autres types de jeux dont on a pu parler, dans les loups-garous de Tierce-Lieu, bien sûr que non, et Tainted Grail, vraiment pour moi, c'est le meilleur exemple, et je l'ai déjà dit, mais c'est un jeu que je trouve extraordinaire parce que justement, tu es complètement investi dans l'histoire, tu découvres l'histoire au fur et à mesure, tu peux passer à côté de certains moments de l'histoire, je ne sais plus si je t'avais dit, mais Tainted Grail, moi je l'ai fini, je l'ai joué en solo pour le coup, et puis c'était aussi ta question, mais je pense que c'est le genre de jeu qui trouve beaucoup son public en solo, parce que t'es pas embêté par ce que va faire ton collègue, t'as pas besoin de discuter, t'es juste dans ton histoire imprégnée. Mais c'est pour ça que je me demande si c'est pas toujours la meilleure façon de jouer un jeu narratif. Et ben c'est pour ça que je me demande s'il n'y a pas des différences dans les jeux dont on est en train de parler, parce que Time Stories, moi je trouve que c'est en solo, je l'ai jamais fait, ça m'attire pas du tout. Tainted Grail et Seventh Continent, je ne les jouerai pas, je pense, en multijoueur. Je dis ça, je l'ai jamais testé, tu vois, donc probablement qu'avec une personne avec qui tu passes de bons moments et avec qui vraiment tu es dans le même mood, là tu peux t'amuser, mais j'aurais peur aussi qu'on ait un peu le problème du joueur alpha, tu vois, c'est-à-dire que finalement il y en ait un qui lead les choses et l'autre derrière se fait avoir. Ouais, peut-être. Mais après, c'est vrai que Time Stories avait la petite mécanique, justement, celle qu'on a parlé d'avant, tu peux pas lire les cartes à voix haute, il faut que tu résumes et tout. Donc ça, c'est vrai que ça se prêtait à se jouer en groupe. Après, je sais pas si la majorité des jeux narratifs cherchent à être des bons jeux à faire en groupe. Je pense qu'il y en a qui savent que leur public, c'est peut-être plus le solo. D'ailleurs, je pense que je peux déjà lancer la question de la semaine, parce que c'est directement en lien avec ça, avant de continuer de parler de ça. Mais moi, je me demandais... Vous, chers auditeurs, comment préférez-vous jouer à vos jeux narratifs? Parce qu'il y a plein de gens qui aiment ça. Il y en a beaucoup maintenant des jeux sur Kickstarter que c'est des jeux narratifs. Est-ce que vous jouez majoritairement seul, avec votre conjointe, en groupe? Et puis surtout nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi cette configuration-là? Donc ça, je pense que c'est une bonne question. Puis, je sais pas, tu veux déjà y répondre ou... Écoute, je l'ai déjà un peu fait du coup, mais c'est vrai que moi, des jeux narratifs avec beaucoup de texte, ou d'exploration, je pense vraiment que je préfère y jouer seul. Là, tu vois, j'attends beaucoup le jeu L,
qui est un jeu narratif dans un univers Viking, ouais, ouais, tout à fait. On commence d'ailleurs à l'attendre un petit peu parce que ça fait je crois 1 an et demi ou 2 ans qu'on a baqué. Mais ils ont embauché les mecs des auteurs de bouquins français très connus, des gens qui ont vraiment fait des beaux ouvrages. Moi je ne rêve que d'ouvrir ma boîte, si tu veux, parce que là, mais il y aura beaucoup de textes. Et pour le coup, en fait, je pense que comme je préfère lire un bouquin seul, je préfère jouer à ces jeux-là seul. Moi, c'est des bonnes raisons. Il faudrait que, quand tu as fini avec Tainted Grail, ce qui va jamais arriver, tu me le prêteras. Ah si, ça va arriver, parce que Tainted Grail, je te promets, c'est un des rares jeux. Le Seventh Continent, j'ai pas fini toutes les malédictions. Tainted Grail, je ne pouvais pas m'arrêter, je te promets. C'était vraiment comme un livre dans lequel tu es dedans. Oui, puis c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. On a digressé, mais à la fin de Tainted Grail, que je ne vais bien sûr pas vous spoiler, je me suis aperçu qu'il y avait toute une partie de l'histoire que je n'étais même pas allé explorer. Oui. Mais c'est pas grave, parce que ça m'a pas empêché d'aller finir tellement il y a d'embranchements dans ce jeu. Mais j'ai justement Raphaël du 400 coups, il me parlait de ce jeu-là l'autre jour, donc le vendeur de ma petite boutique préférée, et puis il me disait la même chose. Il disait, quand il a fini le truc, il a vu, oh mais mon Dieu, en fait, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu, puis il disait c'est un de ces rares jeux où je me prêterais à le recommencer. Toi. Et moi je me suis fait cette réflexion il y a pas longtemps, je me referais bien une campagne Tainted Grail, tellement j'ai aimé ce jeu. Mais en même temps, j'y pense maintenant, toi tu l'as en français, moi si je lis des trucs, moi je les fais en anglais. Non, moi je l'ai en français effectivement. Et puis juste, il y avait quand j'ai lisé un peu sur les jeux narratifs là, pour préparer ce podcast, puisque je fais mes devoirs moi aussi, n'est-ce pas David, je suis tombé sur Dixit, présenté comme un jeu narratif. Et puis je trouvais que c'était intéressant de réfléchir à ça. Tu vois, est-ce que Dixit, c'est un jeu narratif ? C'est encore une fois, ce serait une narration que nous on crée, pas qu'on est dirigé vers. C'est ça, tout à fait. Ouais. Mais là, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, ce serait à mon avis le genre de jeu, si tu joues avec des gens qui n'ont pas trop d'extraversion, c'est un peu difficile. Mais il me semble que j'avais, en plus, ça me fait penser à un jeu, après le nom m'échappe totalement, mais il n'y avait pas un jeu, quelque chose avec un gnou, où tu lances des dés, et puis il faut que tu crées une histoire avec ce que tu as fait sur les dés. Attends. Le Roi Lion ? Non, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Jeu de société... Donc là, vous ne voyez pas, mais Mathieu est en train d'écrire sur Google « Jeu de société GNU ». Comment j'ai adopté un GNU ? Je te jure que c'est un vrai jeu. Mais j'aime ce podcast pour les jeux que je découvre, bon sang. Après les jeux de plantes et les jeux de chiens, comment j'ai adopté un GNU, mon Dieu. Donc c'est un jeu où tu lances des dés, il y a des choses qui sont écrites sur les dés, et puis tu es obligé de créer une histoire avec ça. Mais ça... Ah, mais attends, mon fils a eu un cadeau il y a pas longtemps, un peu comme sur le même mode, mais sur Harry Potter, où tu lances les dés, et puis tu as des personnages ou des situations qui apparaissent, et tu dois raconter une histoire avec. Bah tu vois. Voilà. Bah écoute, je vais l'acheter ce jeu, comment j'ai adopté un GNU. Il faut dire les auteurs. Comment j'ai adopté un GNU de Yves Hirschfeld et Fabien Bleuze, et c'est à partir de 8 ans pour 2 à 8 joueurs. Mais il y a aussi comment j'ai adopté un dragon. Si le GNU, ça te traumatise trop. Oui. Non, mais j'avoue que là, ça me ferait... comment j'ai adopté un GNU, mais tu vois, moi, c'est pour ça qu'on a besoin de moi dans ce podcast, pour un peu ramener les gens sur Terre. Parce que vous, avec vos gros jeux pour méga experts, t'as toujours moi pour parler de chiens ou de GNU. Oh là là, merci d'être là, Mathieu. Je me demandais... Donc toi qui es plus expert que moi là-dedans dans les jeux narratifs, est-ce que tu aurais un exemple de un bon jeu narratif qui... Parce que moi je me disais, pour qu'un jeu narratif soit bon, il faut qu'on soit immergé dans l'histoire, et puis ça se fait pas en une partie. Mais est-ce que toi tu as des exemples de jeux narratifs qui... C'est pas comme une campagne suivie, c'est-à-dire que, tu vois, comme l'exemple que moi j'ai donné un peu avant avec Dead of Winter, cette idée que c'est une narration qui va bien sûr changer à chaque fois, mais que tu as des cartes qui vont dicter ce qui se passe. Est-ce que tu as un exemple d'un bon jeu comme ça ? Alors écoute, je pense que je peux t'en citer 2. Le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est This War of Mine. This War of Mine, c'est pas une campagne, c'est vraiment une partie. Par contre, il y a des dizaines et des dizaines de façons de faire la partie, puisque tu as pas mal de scripts dans le livre de script. Mais sinon, c'est une seule partie. Donc tu commences et tu finis. Et souvent, tu finis par mourir. Donc tu vois, ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, qui est vrai et pas vrai en même temps, c'est tous les Sherlock Holmes qui ont été réédités chez Space Cowboys, que j'avais acheté parce que je les trouvais magnifiques. Et en fait, pour le coup, eux, je voulais pas les jouer en solo parce que je pense qu'ils sont un peu compliqués, donc je voulais plutôt être à plusieurs. J'ai jamais trouvé quelqu'un pour le faire, donc je les ai revendus. Mais les Sherlock Holmes, il y en a 3 ou 4, et dedans il y a 10 ou 12 enveloppes, chacune c'est une enquête.
Ouais, mais il me semble que c'est des enquêtes qui se suivent. Je crois qu'il y a un lien entre les enquêtes, mais je crois aussi que je me demande si tu peux pas faire les enquêtes indépendamment les unes des autres. Je pense que oui, mais j'imagine que l'expérience est mieux si on les... Ok, alors du coup, je te réponds mal. Donc la première réponse était la bonne. The Histoire of Mine, pour le coup, c'est une seule partie et c'est un vrai jeu narratif. Par contre, effectivement, il ne faut pas le jouer si vous n'avez pas le moral ou même, enfin voilà, si vous avez une histoire familiale en lien avec la guerre au Balkan ou la guerre. Moi, je savais pas que c'était basé là-dessus. Moi, je pensais que c'était encore une fois un truc de zombie. Non, pas du tout. C'est vraiment un truc hyper réaliste sur comment des civils plongés dans une guerre civile se retrouvent à devoir survivre en fait. Et c'est très très fort comme jeu parce que, je vous en parle, mais je suis presque ému en vous en parlant parce que franchement, ça vous fait vivre des choses extrêmement violentes et extrêmement morales qui vous remettent beaucoup en question. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez vécu des choses un peu difficiles avec ça, peut-être ignorer, n'y jouez pas. Par contre, si vous aimez les histoires fortes, The Histoire of Mine, c'est un très très grand jeu. Je reviens à Dead of Winter parce qu'il y a quelque chose qu'eux ont fait que je trouve assez génial, c'est que donc ce paquet de cartes narratif est énorme et puis il y a quand même un lien avec ce que tu as dit. Je suis pas en train d'ignorer ce que tu as dit, mais en fait ce qu'eux ont décidé de faire, c'est que parce qu'ils savaient pas trop comment peut-être le proposer plus tout public, parce que oui, c'est un jeu où il y a des zombies et tout, donc sur leur énorme paquet de cartes, il y a peut-être le quart des cartes qui sont des cartes vraiment adultes. Disons qu'il y a quelque chose qui se passe dedans qui est pas pour tout le monde. Et puis ça, ils te disent, si tu joues avec des enfants de tel âge, enlevez ces cartes-là. Et puis franchement, je trouve que c'est quelque chose qui est assez bien parce que justement, dans notre partie que nous on a fait, il y a un moment où il y a quelqu'un qui a dû décider... il y a un groupe de gens qui arrivent dans la colonie et puis il faut décider est-ce qu'on les amène avec nous puis du coup ça prend plus de gens à nourrir ou est-ce qu'on les laisse crever. Puis là tu vois que 2 jours plus tard leur camion est renversé puis ils sont tous morts, tu sais. Donc t'as vraiment un peu cette chose où t'aurais peut-être pas envie de faire... Tu sais, je parle pas des enfants de 10 ans, de toute façon, ils vont pas jouer à ça, mais même quelqu'un de 12-13 ans, à cause de toi, toute la famille est morte. Donc, sur The Histoire of Mine, c'est exactement ce genre de choses. Donc, j'imagine ça, tu y joues même pas à ce jeu. Non, mais il est vraiment réservé à un public majeur. Hein. Tainted Grail et The Histoire of Mine, c'est Awaken Realms. Les deux. Je vais le dire quand même, parce que c'est vraiment un éditeur que j'aime beaucoup. Et s'ils écoutent ce podcast, je les aime beaucoup. Beaucoup. Mais beaucoup. Je vais juste lancer... Beaucoup. Je vais juste lancer une dernière suggestion si vous aimez les jeux narratifs. Si vous voulez quelque chose qui, comme je dis, reste en une partie, que tu n'es pas obligé d'avoir une campagne qui est suivie. En plus, on est parfaitement dans le thème de l'Halloween. Il y a le jeu Betrayal at House on the Hill. Je sais pas si tu connais ce jeu. Oui, je crois que tu m'en as déjà parlé. Tu t'en as déjà parlé? Ouais. En tout cas, c'est un jeu, il y a plein de problèmes avec ce jeu-là au niveau mécanique et tout. Mais si vous voulez un jeu avec une histoire qui est assez rigolo, ils ont vraiment fait comme... Comment on pourrait faire un jeu qui simule les vieux films d'horreur des années 80, des années 80, pardon. Où t'es un groupe de survivants. Assume cette suicitude. Non, c'est 80. Mathieu, 80. Où tu es un groupe de survivants qui rentrent dans une maison abandonnée et puis donc c'est un jeu qui commence coopératif et puis éventuellement il y a un joueur qui va rouler des dés et puis qui va devenir possédé et ce joueur-là c'est à ce moment-là qu'il prend l'élément narratif parce qu'il va prendre un gros livre qui a énormément de scénarios dedans et puis dépendamment de ce qu'il a roulé ça va être exemple là tu t'es fait posséder par la petite fille dans la maison et puis donc là le jeu devient un contre tous. Après, c'est vraiment, je le sors que à l'Halloween parce qu'il rentre à fond dans la thématique. C'est un jeu qui est un peu dépassé par les nouveaux jeux modernes, mais je trouve que cette idée-là, de tout d'un coup, quelqu'un devient possédé, je trouve que c'est assez cool. Puis quand on l'avait fait avec un groupe de gens qui n'étaient pas trop, justement, narratifs, on dirait que tu réussis à mieux rentrer dans l'histoire parce que ça se prend vraiment pas au sérieux, tu sais. Donc je pense que ça aide peut-être à... pour les gens, tu disais avant, qui sont introvertis, si c'est quelque chose où on en rit, on peut rigoler. Je pense que voilà. Alors, pour le dernier segment, notre fameux top 5, on a hésité à faire top 5 jeux narratifs, mais vous savez déjà que Benji aurait Tainted Grail, et puis moi, j'aurais pas grand-chose. Donc, j'aurais Tainted Grail, le Seventh Continent, c'est ça. The Histoire of Mine. Tous les jeux que tu as parlé. Donc, on s'est retourné vers notre communauté On Joue Tout sur Discord, puis on a regardé, donc la première personne qui s'est jointe à cette communauté-là, pour les récompenser, on a dit, forcez-nous à choisir un thème pour le top 5. Quelle brillante idée. Donc, c'était notre ami Green530. Donc, déjà, il a répondu à une question pour l'épisode de la semaine. En plus de ça, il choisit notre top 5. Alors, au début, j'ai eu peur parce que
On a failli tomber sur le top 5 jeux à thématique pirate. Donc je pense que j'aurais dit Jamaica, et puis peut-être Jamaica. Et puis je pense que dans Dead of Winter, il y a un personnage qui est un pirate. Donc... Dans Anachronie aussi, non? Il n'y a pas des pirates? Non, je sais pas, il aurait fallu qu'on cherche loin, je pense. Mais... Non, mais par contre, alors blague à part, ça m'a bien donné envie ce top 5 pirates parce que je trouve que moi je connais pas de très bons jeux. Je me suis jamais marré dans un très bon jeu de pirates. Jamaica un peu mis à part parce que c'est un super jeu, mais si vous avez des très bons jeux de pirates, franchement, je suis curieux de les entendre et de les essayer. Ouais, moi je pourrais pas te dire. Je suis sûr qu'il y en a au moins un bon que j'ai joué une fois, mais c'est vrai que c'est pas une thématique qui sort souvent, je trouve, dans les. Ouais, en fait, peut-être, mais pas qui m'attire. Mais qu'on connaît pas en tout cas. Ouais. Donc heureusement, il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Il nous a demandé top 5 jeux de deck building. Je veux juste préciser que c'est pas nous. On n'a pas influencé sa décision. On n'a pas dit, hey, on connaît pas de jeu de pirate. On aurait trouvé quelque chose, mais il a demandé top 5 jeux de deck building qui a pas non plus été facile parce qu'on n'en connaît pas énormément. En tout cas, pour moi, pour ma part, ceux que je connais, je les trouve très bons. Mais j'en connais pas des milliers. Surtout que vous savez déjà à quel point c'est la honte. On connaît pas trop Dominion. Donc voilà. Non, mais c'est sûr que c'est rigolo que tu nous demandes ça, Green, parce que effectivement, en préparant ce top 5, je me suis aperçu que j'avais peu joué au deck building. Ouais. C'est pas une mécanique que j'affectionne particulièrement, donc j'y vais pas beaucoup. Et les grandes stars du deck building, on peut les citer parce qu'on va pas les citer dans notre top 5, mais que ce soit Aeon's End ou Dominion en l'occurrence, en fait, moi, Dominion, je l'ai joué une fois, j'en ai pas un souvenir de ouf. Et Aeon's End, je pense que tu l'as, toi, non, Aeon's End? Non, j'avais failli acheter la version Legacy, mais moi j'ai été un peu refroidi par la direction artistique. Et puis après, le truc, c'est qu'on en a déjà trop, non? Alors, ça, c'est jamais un problème. Mais... Par contre, j'ai un copain, Thomas, en l'occurrence, qui adore le deck building. Et puis lui, il les a tous dans sa bibliothèque. Et il adore ça, il les a quasiment tous joués. Et Aeon's End, en l'occurrence, il s'est régalé sur ce jeu. Un autre, quand je regardais pour les top 5, un autre que je vois que tout le monde cite dans leur meilleur jeu, puis que les deux on n'a pas joué, c'est Les Ruines perdues de Narak, qui apparemment est un deck building. Ah ok, je savais pas que c'était un deck building. Ouais. Je pense que c'est moitié deck building, un peu comme... Parce que je crois qu'il y a un peu de placement d'ouvriers aussi. Aussi, donc comme un jeu qui va peut-être apparaître. Mais lui, il a fait un peu le buzz en 2021, et puis un peu. Ouais, on va voir si ça dure jusqu'en 2022. À voir, quoi. Il y a aussi beaucoup de gens qui le disaient surcoté et tout. Ouais. Parce qu'il y a pas mal de gens qui disaient qu'on avait une année 2021 un peu fade en termes de jeux de société. Ah ouais? Avec une fin d'année qui, pour le coup, par contre, est très sympa, et notamment un post-Essen qui a l'air très très sympa. Ouais, mais peut-être qu'on n'aura pas de la chance de jouer pour cette année, quoi. On va voir. Alors, on va arrêter de parler et puis on va commencer notre top 5. Je vais commencer en 5e position avec... donc ça, c'est celui que j'avais J'en avais 4 faciles et puis j'ai dû chercher pour le 5e. Et puis c'est Legendary Marvel. Donc c'est un jeu... Pourquoi je le mets en 5e? Parce que j'y ai joué qu'une fois. Mais j'ai vraiment aimé l'expérience. C'est une partie que j'ai fait justement avec David, le professeur Board Game, quand j'étais au Québec cet été et puis qu'il m'avait invité chez lui. Je pense que ça a beaucoup été aidé par le fait que je suis un grand fan de Marvel. Donc moi déjà de pouvoir être Spider-Man et puis de jouer tes cartes Spider-Man, je trouvais ça très très cool. Donc c'est un jeu qui vient d'une série Legendary, donc ils ont fait plusieurs jeux. On en a parlé justement lorsqu'on a fait l'épisode sur les jeux à succès qui ne finissent plus. Donc il y a aussi un Legendary Aliens et puis il y a même un Legendary James Bond, donc un peu d'actualité avec le nouveau film. Mais voilà, donc c'est vraiment un deck building dans l'univers Marvel où c'est coopératif, on travaille ensemble pour essayer de éliminer le gros méchant qui encore une fois choisi à chaque partie peut changer. Il y a tellement eu d'extensions. Il m'a montré, lui il a toutes les extensions et puis une énorme boîte, le potentiel de toutes les combinaisons différentes que tu peux faire, très chouette. Malheureusement, un jeu qui n'existe pas en français. Alors moi mon 5e c'est Vendredi. Tu connais? Mais c'est pas le jeu que t'avais mis dans tes déceptions ludiques, ça? Ça c'est Friday. Non, c'est la même chose. C'est la même chose, mais comme j'ai pas d'autres... non, mais je me suis dit que ça valait la peine que j'en reparle. Vendredi de Friedman Friese, édité chez Philosophia. Et effectivement, je pense que je l'ai mis dans mes déceptions ludiques parce que c'est un jeu exclusivement solo, que j'ai d'ailleurs revendu dans les suites de ce dernier podcast. Mais c'est un très bon jeu de deck building. Comme je crois que je l'avais dit d'ailleurs à ce moment-là, moi c'est juste un jeu, je suis passé à côté. Donc vous êtes Robinson Crusoe, vous devez vous en sortir dans la jungle, et puis vous avez votre deck de cartes que vous allez enrichir petit à petit pour à la fin pouvoir battre des bateaux pirates qui sont très très méchants.
Oui, c'était une déception parce que on m'avait vendu un jeu solo extraordinaire et puis j'ai pas pris tant de plaisir que ça, mais parce que je pense que je suis nul en deck building. Par contre, je pense que c'est un excellent jeu. Si vous aimez le deck building et si vous êtes intéressé d'en faire tout seul chez vous, franchement, vendredi, n'hésitez pas à sauter dessus. C'est une petite boîte et c'est un très très bon jeu. Donc ça, c'est un jeu que tu as mis devant Dominion, parce que toi, t'es le seul qui a testé Dominion. Oui, mais Dominion, je l'ai joué qu'une fois, alors je peux pas... Ok, donc on commence le top 5 avec une déception. Je suis content, ça bien. Donne le ton. Ça commence bien. Après, c'est pas des déceptions, rassurez-vous. Alors moi, en 4e position, j'ai mis un jeu que je pense que toi, t'as aussi sur ta liste, Dune Imperium. Non. T'as pas mis Dune Imperium? Non, par contre, je suis très surpris. Je vois ta liste et je n'en vois pas un et Ok. Je suis très surpris. Non, je n'ai pas mis Dune Imperium. Je vais pas jouer assez pour le... Non, ok, mais je me suis dit que t'es en 5e, c'est quand même une déception. Et d'ailleurs, Dune Imperium, la partie deck building n'est pas du tout celle qui m'a le plus plu. Ah oui, toi, c'était vraiment à côté gestion de ressources. Ouais. Pardon, placement d'ouvriers. Ouais. Donc, Dune Imperium, qui est de Paul Dennen. Donc, c'est un jeu qui est sorti cette année, qui va très certainement... tu parlais que l'année 2021 est un peu une déception, mais je pense que celui-là, on va le retrouver sur beaucoup de listes de top 10 jeux de l'année. Il a fait beaucoup le buzz, surtout avec la sortie du film. Donc, un très bon jeu de deck building qui incorpore des éléments de placement d'ouvriers. Donc, ça fait un petit mix. Si vous êtes fan, comme Benji, du placement d'ouvriers, puis vous cherchez une façon d'un peu intégrer ce monde-là de deck building, c'est un bon gateway game, comme on dit, donc un petit jeu passerelle comme ça. Donc voilà, Dune Imperium. Je l'ai pas mis plus haut sur la liste, simplement parce que, comme toi, j'ai pas fait énormément de parties. J'ai fait 3-4 parties, et c'est surtout que je trouve que c'est un jeu qui est beaucoup mieux à 3-4 qu'à 2. J'ai fait une partie justement avec David à 2 joueurs, et puis j'ai trouvé ça beaucoup moins cool qu'avec vous deux quand on a fait à 4. Ok. Il paraît qu'il a un très bon mode solo, et puis j'avoue que j'hésite beaucoup en ce moment à l'acquérir. Tu peux me l'emprunter si tu veux. Non, parce qu'après je vais c'est garder impossible dans ma ludothèque. Okay. Si quelqu'un vend un Dune Imperium d'occasion, je pense pas que tu vas trouver ça cette année. Hein. Si, ça va arriver là. Ton numéro 4. Mon numéro 4. Alors, dans ce top 5 deck building, je vais beaucoup tricher. Et je triche pour une première fois en vous parlant d'un jeu qui est building, mais pas deck. Dice building. C'est Dice Forge. Ok. Tu connais ? Je connais, mais j'ai jamais joué. Alors moi, ça a été un des premiers jeux que j'ai acheté dans ma ludothèque, qui est donc de Régis Bonessé chez Libellude. Dice Forge, c'est d'abord un très très beau jeu. Vous êtes dans une espèce de Grèce antique, vous allez devoir développer vos héros, et puis pour développer vos héros, vous allez commencer avec 2 dés que vous allez lancer pour acquérir soit des pièces, soit des pierres de lune, soit des pierres de feu. Les pierres de lune et les pierres de feu vous permettent de remplir des quêtes qui vous rapportent des points de victoire et des petits bonus, soit permanents, soit one-shot. Et les pièces vous permettent de modifier votre dé. Ouais. Alors ça, c'est assez extraordinaire. C'est ça l'élément. Voilà, ça c'est le principe du dice building. Et pour modifier votre dé, ils ont fait un système très simple. Vous pouvez retirer les faces et en clipper d'autres sur la face que vous venez de retirer. Et donc votre dé, comme un deck que vous allez rendre de plus en plus fort, devient de plus en plus fort. Ouais. Et vous faites ces allers-retours entre la construction du dé et puis les quêtes. Ils ont fait une extension que j'ai toujours pas jouée, que j'ai acheté au moment où elle est sortie, parce que vraiment c'est un jeu que c'est un de mes premiers jeux, tu vois, donc je l'ai un peu dans mon cœur celui-là, et j'ai enfin sorti Dice Forge avec mon fiston, donc j'ai bon espoir qu'on va pas tarder à pouvoir tester l'extension. C'est vraiment un très très bon jeu, très sympa, très original. Moi j'ai jamais retrouvé cette mécanique nulle part ailleurs, et je vous le recommande si vous êtes adepte de ce genre de mécanique. Et tu vois, je prends plus mon pied sur du dice building que sur du deck building. Ah ouais? Pourquoi? Mais pourtant, tu n'as que cet exemple-là. Oui. D'ailleurs, il est sur BGA, non? Tout à fait. Et j'ai fait une partie, puisque comme vous le savez, je suis abonné à BGA pour une partie par mois. Ouais. Donc je suis probablement l'abonné le plus généreux avec BGA. Alors, mon numéro 3, je reste dans le même... encore un jeu de Paul Dennen, qui a fait Dune Imperium. Okay. Clank! Which one? Clank, a deck building adventure. Bien sûr. Donc moi, j'ai que joué à la version de base. Je sais que maintenant, il y a aussi un Clank in Space, et puis il y a aussi un Clank Legacy. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est aussi un jeu que j'ai découvert la même soirée que j'ai découvert Legendary avec le professeur Board Game, parce que lui, c'est son jeu préféré. Et puis... Je tiens à dire que j'avais gagné cette partie d'ailleurs contre le gars que c'est son jeu préféré. Oui. Professeur Board Game, si tu nous entends, viens en Suisse pour la revanche. c'est ça que j'attends. Mais donc c'est un jeu de deck building qui
Alors, il a un peu vraiment mis le placement d'ouvrier dans Dune, mais c'était quand même un petit peu présent. Bon, c'est pas du placement d'ouvrier, mais tu contrôles quand même un personnage qui va aller dans des profondeurs d'un donjon. Et puis, tu vas construire ton deck pour t'aider à aller plus vite dans ce donjon-là, parce qu'il y a aussi un dragon qui dort, et puis ben, il entend du bruit, donc c'est pour ça que le jeu s'appelle Clank, c'est un peu les bruits que tu fais. Donc voilà. Et puis donc, plus tu fais de clank, plus le dragon va t'entendre, plus il y a des chances qu'il va te brûler vivant. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il faut aller le plus profond qu'on peut dans le donjon pour chercher des trésors, et puis surtout ressortir vivant. Donc c'est un jeu où la mécanique de deck building, c'est vrai que c'est ça qui est le plus présent, mais tu vas quand même déplacer un petit pion sur un plateau de jeu. Donc je l'ai placé devant Dune Imperium parce que la thématique m'attire déjà plus. Pourquoi? Mais c'est vrai que c'est deux jeux qui sont assez... Ouais, je dis qu'ils sont assez similaires, mais je veux dire, on voit clairement que c'est le même auteur. Il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans les deux. Mais la thématique m'attire plus. C'est vrai que depuis que j'ai vu le film Dune, je le préfère. J'aime beaucoup plus le jeu maintenant. Mais je préfère quand même... si ce film est une déception. Pour toi, oui, apparemment. Mais c'est vrai que moi, j'ai... dédicace à Cyril. C'est vrai que moi, j'ai préféré Clank pour le moment. Et puis surtout que là, on est en train d'essayer de voir si on pourrait pas commencer une campagne de Clank Legacy. Ouais. À voir si vous êtes attiré par le jeu de base, parce que je sais que toi, tu le connais pas. Non, jamais joué encore. Mais c'est vrai qu'on en parle depuis maintenant plusieurs semaines, mois. Ouais. Et il faut au moins qu'on essaye d'en faire une partie de Clank normale. Ouais. Puis ça, franchement, ça, c'en est un que j'ai joué assez souvent avec ma femme à deux. Et puis je trouve qu'il tourne très bien à deux. Okay. Donc, c'est pour ça que je l'ai placé devant Dune Imperium. Et puis toi, ton numéro 3. Mon numéro 3, je vous en avais déjà parlé, c'est mon top des jeux à 2 joueurs, donc c'est drôle qu'il finisse 3e en deck building, c'est Star Realms. Star Realms. Ah, c'est mieux ça, tu t'es pratiqué là. De Darwin Castle et Robert Daugherty, édité chez Yellow en français, donc Star Realms ou Hero Realms ou toutes les extensions qui vont avec, hein, c'est un peu c'est vraiment les mêmes jeux. Alors pour le coup, celui-là, moi je me suis toujours régalé, je vous en ai déjà parlé longuement dans mon top à 2 joueurs, je vais pas tant que ça vous en redire là maintenant, mais le principe, c'est un deck building pur et dur, vous construisez votre flotte de vaisseaux, et puis vous avez 4 types de couleurs de vaisseaux différentes, les bleus qui ont tendance à vous redonner un peu de santé, les verts qui sont très agressifs, les jaunes les rouges qui vous nettoient votre deck, et les jaunes qui vont faire chier le deck de l'adversaire. Ouais. Et puis, moi, j'ai jamais trouvé l'excellente configuration, mais probablement que c'est pour ça que ce jeu est excellent. Ouais. Je pense que vraiment, vous pouvez manier à chaque fois avec les différentes couleurs. C'est un excellent jeu, vraiment un excellent jeu, Star Realms. Moi, j'aime à quel point tu peux le glisser dans ta poche, quoi. Oui, c'est ça. Vraiment tout petit. De moins en moins, quand tu achètes des extensions, moi, il est de moins en moins petit. J'ai maintenant une belle boîte. Mais... Ah, donc toi, t'as plein d'extensions avec? Non, j'en ai pas plein, mais j'ai acheté une grosse boîte. Mais j'ai vu un mec mettre en vente toutes les extensions dans une big box, et là, tu ne le mets plus dans ta poche. Ah, ok, moi, je savais même pas qu'il y avait autant d'extensions. Mais moi, il faudrait que je regarde, comme je t'avais dit, justement, sur le même épisode, il faudrait que je regarde vers Hero Realms. C'est vrai que le côté espace et tout, j'ai plus de peine à attirer les gens vers ça, je trouve. Hero Realms, c'est vraiment la même chose dans un contexte fantastique, fantasy. Donc je pense que ça passerait mieux. Quel est ton numéro 2, Matt? Mon numéro 2 est aussi Star Realms. Donc voilà, moi, je sais pas trop quoi en dire de plus que ce qu'on a déjà eu dit et puis ce que tu viens de dire. Hein. Moi, comme j'ai rajouté, je trouve que c'est assez chouette qu'il soit petit. Je l'avais d'ailleurs pris en vacances avec moi. On y a pas joué, mais c'est pratique à avoir parce que c'est un jeu qui est très riche malgré le fait qu'il soit aussi petit. Souvent, avec des petits jeux, des fois, on se dit, c'est un peu une expérience moindre. Franchement, le deck building dans Star Realms est mieux que tous les autres jeux qu'il y a sur cette liste, à part le numéro 1. Mais peut-être d'ailleurs, juste un petit point supplémentaire sur Star Realms, moi, je vous encourage à acheter l'application indispensable pour ce jeu, c'est votre compte de points de vie que vous pouvez télécharger et qui est beaucoup plus simple à gérer que ce truc chiant avec les cartes pour vous retourner. Moi, je l'écrivais sur une feuille, c'est plus simple. Ça, c'est super chiant. Non, mais les mathématiques qu'il faut faire avec la carte, ok, si c'est un 10, mais je perds 2 points. Ouais, c'est vrai. non, l'application, elle est top, vous baissez, c'est très bien fait. C'est le genre de truc que je me souviens, la première partie que j'avais fait, j'ai dit, oh mon dieu, c'est vraiment ingénieux, puis après 2 parties, j'étais genre, mais c'est n'importe quoi. Non, c'est ça, c'est pénible. Donc toi, ton numéro 2, mon numéro 2, mais je vais vous faire hurler parce que est-ce que c'est un deck building ou pas? C'est It's a Wonderful World. Tu le mets dans les deck building ou pas? Pas du tout. It's a Wonderful World, Frédéric Guérard, la boîte de jeu. Mais pas du tout, c'est un engine builder. Mais c'est un peu un deck building aussi parce que quand tu passes les cartes d'un côté à l'autre, tu améliores ton deck au fur et à mesure. Ouais, t'as raison. T'as raison, mais j'avais un peu envie de le mettre là. C'est un engine building. Et du coup, un engine building, ça compte comme un deck building.
Non. Non. Bon, ok. Mais lui, j'avais juste envie d'en parler. C'est toujours toi qui en parles, It's a Wonderful World. Ouais, J'avais ouais. pas d'autres deck building dont je pouvais parler. Ouais, c'est Et donc, triste. vous allez vous demander quel est mon premier. Eh bien, ça n'est pas non plus un deck building, mais je vous encore une laisse fois, le suspense. je comprends pas pourquoi t'as pas mis Dune. mais parce que j'ai pas pensé à lui comme deck building, effectivement. Mais It's a Wonderful World, oui. Mais It's a Wonderful World, oui. Je tiens à dire qu'on aurait vraiment pu couper cette partie du podcast pour l'incompétence de Benji, mais je le garde, comme ça vous allez avoir une preuve. Pour démontrer. Alors moi je vais, maintenant que j'étais insulté pour avoir utilisé un jeu qui était pas un deck building, je vais maintenant parler d'un jeu vidéo. Ah ouais. C'est vraiment le pire tome 5 de l'histoire de ce podcast. Alors, je me défends. Numéro 1, c'est Slay the Spire, qui est un jeu... Mais c'est pas du tout un deck building. C'est absolument un deck building, mais en forme de jeu vidéo. Et puis je l'ai mis dans la liste, pourquoi? Parce qu'ils sont sur le bord de le présenter comme jeu de société. Ah, mais It's a Wonderful World aussi, ils veulent faire une adaptation en deck building. En deck pur. building! Ah, voilà. Donc, Slay the Spire, c'est un jeu vidéo pour le moment, mais peut-être que si vous réécoutez cet épisode dans 5 ans, ce sera devenu un jeu de société. Donc, je le laisse comme ça. Quand ce podcast sera devenu historique. Oui, ou que après cet épisode, on ait tout foiré et puis on a perdu tous nos auditeurs. Donc, Slay the Spire, c'est un jeu vidéo, mais comme je dis, c'est vraiment un jeu de deck building. Et puis, ce qui est génial avec ça, c'est que si vous aimez pas toute la gestion de devoir écrire les points de vie et tout, ça se fait tout automatiquement. Et puis ce qui est génial avec ça, que j'ai retrouvé dans aucun autre jeu de deck building, c'est que, vu que c'est automatisé, on a des effets qui peuvent être appliqués. C'est clairement le genre de choses qu'on oublierait si on jouerait en présentiel. Par exemple, des fois, on ramasse des artefacts ou des cartes qui nous disent après 10 tours, vous pouvez doubler vos dégâts ou des choses comme ça. Donc, ça veut dire que c'est tout quelque chose qui se fait automatiquement. Ensuite, on nous propose aussi 4 personnages différents, ce qui veut dire qu'ils ont 4 decks différents qui se jouent de façon différente. Donc ça veut dire qu'il y en a des personnages qui, eux, sont à fond sur... Ils vont avoir de l'armure, et il y en a d'autres qui vont mettre du poison. Ça veut dire que les dégâts vont s'accumuler à chaque début de tour. Donc il y a vraiment, à chaque personnage qu'on prend, on va jouer d'une façon différente. Moi, franchement... Je sais, je triche, c'est un jeu vidéo, mais c'est un de mes jeux de deck building préférés. C'est mon jeu de deck building préféré. C'est celui qui le fait le mieux. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la version jeu de société. Si vous voulez juste un aperçu de ce que c'est ce jeu-là, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne Twitch, ou vous pouvez même la voir sur ma chaîne YouTube, où je joue à ce jeu. Je commence une campagne, une partie de Slay the Spire. C'est quand même assez long, hein, c'est genre 1 heure de temps, mais si vous voulez juste voir à peu près comment ça se joue, c'est un jeu qui est vraiment pas difficile à apprendre. Et puis si vous avez, maintenant je pense qu'il est sur Switch, sur l'ordinateur, même sur votre téléphone. Moi je l'ai sur mon téléphone, ça m'a coûté 8$. Donc, vous n'avez pas d'excuse de ne pas essayer Slay the Spire si vous êtes fan de deck building. Maintenant, je passe le micro à Benji qui va nous sortir, je sais pas trop quoi, il va dire Monopoly comme son meilleur deck building. Eh bien, exactement. Non, pas du tout. Je vais donc pas tenter un deck building nouveau, mais je vais aller sur un coin building. Et puis du coup, tu vois duquel je vais parler, bien sûr. Oui, of course. C'est Nidavellir, et tu comprends pourquoi celui-là devait être en premier. Ouais. Donc le principe de Nidavellir, c'est plutôt que d'améliorer votre deck de cartes, vous allez améliorer votre deck de pièces. Ouais. Et donc ça en fait un truc très original dans le coin building, un jeu de Serge Lager chez Greux Games, qui a déjà bénéficié d'une extension, Singvellir. Qui est très bien. Qui est très très bien, ouais. Et je sais que c'est un de tes jeux préférés. Ouais, donc je te le laisse celui-là. Donc du coup, celui-là, j'ai le droit de le mettre. Non, mais c'est vrai que là, il y a vraiment un élément de building. Oui, Alors oui, que It's a Wonderful World, pas du tout. Je précise. Je cherche parce que je l'invente pas, je l'ai trouvé quelque part. Non. Mais je trouve pas. Même si tu le trouves, je vais le couper du podcast, donc arrête de chercher. Salaud. Donc oui. Non, mais Nidavellir, voilà, oui. premier. Et puis dans le mécanisme de building quelque chose, je le trouve très original. Et puis surtout l'importance, parce que Dieu sait que d'avoir la pièce 25, c'est une c'est ça. D'ailleurs, il y a des t-shirts que vous pouvez acheter. Oui, je sais, I've got the fucking 25. Et le jeu est excellent. Et enfin voilà, Nidavellir, sans conteste, un excellent jeu de building coin. Ouais, dans ce cas-ci. Qu'on rentre dans le deck building. Je te l'accepte parce qu'on pourrait pas faire un top 5 de coin building parce qu'il y en a qu'un. Ouais, ce sera même chose avec. Mais je crois que It's a Wonderful World est un très bon coin building. Alors, juste pour finir, je te laisse parler d'un petit jeu qui te fait un petit coucou, là. Un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil.
À part le jeu avec les gnous, là, autre chose. Oui, non, c'est vrai que celui-là, du coup, me fait un gros clin d'œil. Mais alors, le jeu dont je voulais vous parler, c'est Iki. Iki de Sorry We Are French. T'es pas obligé de t'excuser d'être français, hein. L'auteur, c'est Kuta Yamada et l'illustrateur David Sidbon. Sorry We Are French, j'adore cet éditeur. Alors, j'adore cet éditeur en plus, au-delà de son nom, vraiment, parce qu'ils font des excellents jeux. Ouais. C'est eux qui ont fait Ganymede, notamment. Et Demeter. Et Demeter, tout à fait, dans le même univers. Et là, Iki, c'est en fait une réédition d'un jeu qui s'appelait Iki, qui, si j'ai bien compris, était déjà chez Sorry We Are French, mais j'en suis pas sûr à 100%. Et là, il le réédite, il fait son petit buzz, et j'en suis ravi pour eux, parce que c'est vraiment des éditeurs que je trouve très sympas, très accessibles. Ils ont aussi un Discord, d'ailleurs, sur lequel je suis, même si j'y participe assez peu. C'est un jeu plutôt catégorisé expert que j'ai pris au 400 coups, profitant de l'offre d'être un auditeur assidu de comment ça s'appelle cette chaîne ? On joue-tu ? La tête que t'as fait. C'est dommage que vous n'ayez pas vu la tête de Mathieu à ce moment-là. Donc profitant de l'offre de On joue-tu. Et puis je n'avais pas bien intégré quelque chose, c'est que les jeux arrivent plus tard en Suisse qu'en France. Et donc oui. Le jeu n'est pas encore arrivé en Suisse alors que tous mes collègues français l'ont. Donc je suis un peu triste. Donc comment il s'appelle ton pote au 400 coups ? Raphaël, j'attends mon Iki avec une grande impatience. Donc voilà, si vous ne l'avez pas, en tout cas, il a l'air de très très bien fonctionner et je vous en dirai plus dès que je l'aurai testé. Ouais, bah, moi j'ai pas nécessairement un petit jeu qui me fait un clin d'œil, mais juste avant d'enregistrer cet épisode, j'ai vu que notre ami Lacerda a un nouveau jeu qui va sortir bientôt, Weather Machine. Donc j'en connais absolument rien, je vois juste le nom et puis la couverture et puis je me dis, pourquoi pas ? Ah bah oui, pourquoi pas, oui, c'est bien le problème, c'est qu'en ce moment il y en a beaucoup des pourquoi pas. Mais c'est encore Yann O'Toole qui est au pinceau. La boîte a l'air magnifique. Les règles sont sorties pour 2021 déjà. Ou l'année prochaine ? C'est pour l'année prochaine. Ouais. Mais là, certains, on les reçoit assez vite parce qu'en fait, c'est quasiment de la précommande. Hein. Le jeu est terminé là. Donc, ouais. Et puis en France, vous pouvez le commander via Philibert aussi, la boîte de livraison et de jeux de société française. Ouais, je pense que t'es pas obligé d'expliquer ce que c'est Philibert. Ok, d'accord. Donc vous pouvez en tout cas le commander via Philibert et puis ça vous évite une partie des frais de port non négligeables. Mais effectivement, c'est une très bonne attente. Je l'attends également. Ouais. C'est le 11 novembre sur Kickstarter. Donc juste avant de terminer, je voulais aussi parler de la campagne Kickstarter de nos amis de chez Etugame, donc plus précisément Pierre-Louis Renaud. Il a lancé aujourd'hui, donc au moment de filmer cet épisode, donc le 1er novembre, une masterclass jeu de rôle sur Kickstarter. Je trouvais que le thème était vraiment cool. Donc lui qui fait des jeux de rôle depuis tellement longtemps et puis qui est souvent maître de jeu. Donc, il montre comment être un bon maître de jeu pour les jeux de rôle. Donc, c'est une campagne qui est très intéressante parce que vous pouvez pledger à différents niveaux. Donc, pour avoir, si vous voulez les vidéos, il y a 10 vidéos, il vous montre comment faire. Donc, il y a ces 10 vidéos-là. Et puis, en plus de ça, lui, il a créé un livre avec une campagne, avec plusieurs scénarios. Donc, vous avez le choix d'avoir ce livre-là en réel ou en PDF. Bref, il y a plein d'options. Si vous êtes intéressé par là, rendez-vous sur leur page. Donc, Kickstarter, Masterclass, jeu de rôle. Je trouvais que c'était une très, très bonne idée de leur part. On les salue. Et puis, nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de... En joue-tu?